Bonsoir à tous, vous êtes sur RTI 1, bienvenue, les titres de ce 20h. Un gendarme a été tué dans la journée d'hier dimanche dans la commune de Yopougon. L'homme tentait de mettre fin à une bagarre entre deux groupes de syndicats de transporteurs. Il a été poignardé et abattu à l'aide d'une arme à feu. L'ambassadeur de la République du Soudan a été reçu par le président du Sénat de Côte d'Ivoire. Ismaël Faragala a annoncé à Oussoukwadio Jano l'arrivée dans les prochains jours à Abidjan d'une délégation soudanaise pour s'inspirer du succès de la Côte d'Ivoire dans différents domaines. Le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly est à Yokohama au Japon. Il prend part cette semaine à la TICAD, la conférence internationale sur le développement de l'Afrique. La Côte d'Ivoire entend renforcer le dynamisme de sa coopération avec le Japon. Et puis l'ouverture ce lundi à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire des inscriptions en classe de maternelle et de CP1 et ce jusqu'au 6 septembre prochain. Bienvenue, merci de nous rejoindre ce soir. Démarrons par un communiqué du ministère d'État, ministère de la Défense. Le dimanche 25 août 2019, aux environs de 17h, à Yopougon-Sikoji, quartier Lavage, le maréchal des logis Tiekou Kwa Anderson, en service à l'état-major de la compagnie d'Abengourou, a été tué suite à une agression. En effet, le gendarme habitant du dit quartier, voulant intervenir pour mettre fin à une bagarre entre deux groupes de syndicats de transporteurs, a été poignardé et ensuite abattu à l'aide d'une arme à feu. Des recherches sont en cours afin d'appréhender les auteurs et les conduire devant les juridictions compétentes. Le ministre d'État, ministre de la Défense, condamne fermement ce crime odieux. Il exprime sa compassion et présente ses condoléances à la famille biologique du gendarme et à l'ensemble de la gendarmerie nationale. Suite à cela, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale a entrepris ce matin une tournée dans les escadrons et casernes de gendarmerie afin d'appeler ces hommes au calme. Il leur a demandé de rester des soldats de la loi. À Boussanogo. C'est à l'escadron de gendarmerie de Yopougon que le général de brigade Alexandre Apalotouri, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, a débuté sa tournée de sensibilisation. Une tournée qui fait suite au meurtre d'un gendarme à Yopougon, quartier Lavage. Accompagné du commandant supérieur en second de la gendarmerie nationale, de l'inspecteur de la gendarmerie nationale, des grands commandements et des commandants d'unité, le général Alexandre Apalotouri a exprimé la compassion et le soutien du président de la République, chef suprême des armées, du ministre d'État, ministre de la Défense, et a invité ces hommes au calme et a évité tout acte de nature à nuire à la cohésion. Il les a exhortés à rester des soldats de la loi. Après Yopougon, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale a mis le cap sur le camp commando d'Abobo. Même message. Il les a assurés que les enquêtes sont en cours et que la loi sera appliquée. Les auteurs de ce meurtre seront selon lui tous appréhendés. La caserne de gendarmerie d'Agba a constitué la troisième étape de cette tournée. Les unités spécialisées, les unités mobiles et territoriales ont été à leur tour appelées à poursuivre leur mission de préservation de la sécurité des personnes et des biens. 3 individus, selon le commandant supérieur de la gendarmerie, ont été arrêtés. Dans le cadre de la sensibilisation, le commandant supérieur en second de la gendarmerie nationale, le colonel-major Kwasi René Stanislas, était à l'escadron commando parachutiste de Koumassi. À présent, Mamadou Kwasi nous propose de revenir sur les faits. Depuis ce lundi 26 août, c'est un cargo de la police nationale qui occupe la gare Lavage de Yopougon. Une fermeture temporaire qui n'est pas sans conséquence pour les usagers. J'ai constaté que la gare est vide. On arrive là et puis il n'y a plus de voitures, on ne sait pas en fait qu'est-ce qui se passe. Je venais là pour rallier le plateau, mais j'arrive, je me rends compte qu'il n'y a pas de véhicule en ce moment. J'ai un rendez-vous à une banque, mais bon, pas de véhicule pour aller, je ne sais pas comment faire pour rallier. À l'origine de cette fermeture, l'assassinat d'un gendarme, riverain de cette gare interurbaine, la veille, le dimanche 25 août 2019. Le maréchal des logis, Anderson Tiekou, a été abattu par des individus se réclamant d'un syndicat en charge de la gestion de cette gare. Vu les discotes entre eux,
ils ont commencé à rentrer dans le secteur qui est notre quartier à la Sikouji, en train de défiler avec des gourdins, des machettes et des os de l'homme. Donc le gendarme concerné, qui est aussi riverain comme nous, les a interpellés. Ne rentrez pas dans le quartier pour passer avec des machettes. Vous êtes bizarre, c'est pas bien. Ça va effrayer les parents, les enfants et autres. Si vous voulez faire votre palabre, allez-y entre vous au lavage là, faites votre palabre. Ils sont tombés sur lui. Derrière lui, ils ont commencé à le piquer. Ils ont piqué dans ses pieds pour l'affaiblir. Il y a quelqu'un qui a pris un caillou pour l'assommer. C'est ainsi que son âme est tombée. Donc c'est son âme qu'il cherchait. Et il va s'en rendre compte. Le gars est arrêté là-bas. C'est lui-même qui a tiré. C'est pas lui qui a pris l'âme. C'est un autre qui a pris l'âme et puis l'autre l'a arraché l'âme. Puis il a tiré sur lui à bout portant. Un tour dans la famille de la victime, c'est la consternation. Son épouse revient sur les derniers instants familiaux avant le drame. Il est venu vers les 16h, là, venir jouer un peu avec les enfants, taquiner sa fille, était un de ses collègues. Donc il avait laissé son portable qui était branché dans la chambre. Donc il a dit à sa fille de donner. Il laisse ses collègues dehors. Il vient, il va venir manger. Il dit d'accord. Puis ils sont sortis. Moi j'étais assise dans la cour là. Vers les 18h, il y a deux messieurs qui sont rentrés de la gare. Il faut aller à la gare. Ton mari et moi, ils ont tiré sur lui à la gare là-bas. Il faut aller prendre son corps. Informé de la situation, le préfet d'Abidjan, en compagnie du maire de Yopougon, se sont rendus sur le lieu. Ils ont aussi fait un tour dans la famille du défunt gendarme. Une visite de compassion. Les mesures seront prises en accord avec le préfet d'Abidjan pour que nous puissions mettre fin à ces agissements qui ont lieu dans le milieu des transports au niveau des gares dans nos communes. Je dois dire que c'est une situation qui a suffisamment duré et elle a fait suffisamment de victimes. Ça ne sert à rien de faire des actions de représailles parce que vous mettez contre la justice. Les forces de l'ordre font leur travail et il y a eu des arrestations immédiatement. Donc appelez au calme, demandez aux uns aux autres de suivre les procédures, de laisser l'administration, la justice, également les forces de l'ordre faire leur travail et vous aurez des résultats. Père de 3 enfants et en fonction de l'état-major de la compagnie d'Abengourou, Anderson Tsekou bénéficiait d'une permission pour les obsèques de sa grand-mère prévues à Bouaké. Le président du Sénat a reçu ce lundi l'ambassadeur de la République du Soudan, Ahoussou Kouadio-Diano, et Ismaïl Faragala ont parlé de l'arrivée dans les prochains jours à Abidjan d'une délégation soudanaise dans le but de s'inspirer des succès réalisés par la Côte d'Ivoire dans les domaines économiques et sociopolitiques. Herman Guivet. Poignée de main fraternelle entre le président du Sénat ivoirien, Ahoussou Kouadio-Diano, et Ismaïl Faragala, ambassadeur de la République du Soudan en Côte d'Ivoire. Environ 40 minutes d'échange, une visite du diplomate de la République du Soudan qui s'inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale entre les deux pays. Occasion pour son Excellence Ismaïl Faragala, ambassadeur de la République du Soudan, de rendre compte des motifs de cette visite. Le Soudan aussi voudrait profiter de la grande expérience de la République sœur de Côte d'Ivoire dans le domaine de la paix, dans le domaine du progrès économique et développement. Dans ce cadre, aujourd'hui, j'ai reçu des conseils de son Excellence le président du Sénat ivoirien. Nous allons continuer à travailler avec la République sœur de Côte d'Ivoire. Une délégation soudanaise du nouveau gouvernement est prévue à visiter bientôt, on espère, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, pour profiter des conseils et de la grande vision économique et démocratique de son Excellence, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara. Nous avons échangé. Il m'a posé la question de savoir comment est-ce que la Côte d'Ivoire retrouve rapidement la paix et sa grandeur économique. Je lui ai répondu, nous avons un très grand président de la République qui a une belle expérience et qui a une passion pour son pays. Et au Soudan, ils ont un premier ministre qui vient d'être nommé, désigné. C'est quelqu'un qui a travaillé ici à la BAD, qui a une belle expérience aussi. À travers le développement économique d'un pays, on peut aller directement à la paix. On construit la nation ivoirienne. Et si nos frères du Soudan viennent ici pour s'inspirer, ça veut dire que ce que nous faisons est bon. L'ambassadeur de la République du Soudan, son Excellence Ismaïl Faragala, a réaffirmé de son côté l'engagement de son pays à tout mettre en œuvre pour améliorer le cadre de coopération qui existe entre le Soudan, son pays, et la Côte d'Ivoire.
Direction Yokohama au Japon, la conférence internationale sur le développement de l'Afrique TICAD s'y tient cette semaine. Le Premier ministre ivoirien y prend part. La Côte d'Ivoire entend renforcer le dynamisme de sa coopération avec le Japon. Alexis Ouedraogo, envoyé spécial. La Côte d'Ivoire prend part à la TICAD 7, la conférence internationale sur le développement de l'Afrique. En tête de délégation, le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly, arrivé ce lundi sous le coup de 18h heure de Tokyo. Le Premier ministre travaillera cette semaine à consolider les relations entre les deux pays. Le Japon, il faut le noter, apporte une contribution importante au plan national de développement. La Côte d'Ivoire a renoué, on va dire, a redynamisé sa coopération avec le Japon. Et depuis 2012, on a relancé un certain nombre de projets importants et structurants. Les enjeux, c'est de voir comment aller plus loin dans notre coopération, comment tirer le meilleur parti. Et nous avons donc cette délégation que le Premier ministre conduit avec nous, partie ivoirienne, mais également avec une bonne participation du secteur privé. La TICAD 7 fait surtout un clin d'œil au secteur privé, l'engageant à accompagner le développement des États. Ce qui est très important chez nous, c'est d'abord cette grande marge de croissance qu'il y a. Nous sommes quand même un pays qui caracole autour de 8 à 7% de croissance annuelle. Et donc une croissance pareille porte forcément des opportunités d'investissement. Lors de cette TICAD, il y aura un mémorandum qui sera signé avec Toyota qui va nous permettre de pouvoir bénéficier dans 2, 3, 4 années d'une usine de fabrication de véhicules Toyota. Une coopération multilatérale qui visite aussi le secteur du sport. Avec mon homologue japonais, Suzuki, nous allons procéder à la signature d'un accord de coopération qui permettra d'avoir un cadre institutionnel pour la promotion et le développement du sport entre le Japon et la Côte d'Ivoire. Nous avons aussi obtenu l'accord du gouvernement japonais pour nous accompagner dans cette grande initiative de faire en sorte que le Japon soutienne la création de centres de promotion et de développement du judo sur l'ensemble du territoire ivoirien. Plus de 4500 participants prennent part à cet événement de Yokohama. Et nous retrouvons sur place notre envoyé spécial Alexis Ouedraogo à Yokohama où la journée démarre à peine. Alexis Ouedraogo, bonjour. Alors dites-nous, pourquoi ce rendez-vous de la TICAD suscite-t-il autant d'intérêt ? Bonjour Fatou Fofana. Si le rendez-vous de Yokohama cristallise autant d'attention, c'est que le pays qui initie la TICAD, le Japon, est l'un des véritables modèles en matière de développement. Troisième puissance économique mondiale, le Japon garde sa culture, son identité et réussit une parfaite industrialisation et bien qui inspire plusieurs pays, notamment la Côte d'Ivoire. La TICAD 7 sera l'occasion de renforcer la coopération entre entreprises ivoiriennes et nippones. Et si le pays est très connu pour ses gratte-ciel, il est aussi plus et bien pour sa discipline et sa rigueur. On l'entendait entre deux discussions, le paysan japonais va à cette heure à 5 h du matin et a en moyenne 15 heures de travail. Autant d'exemples qui devraient nous inspirer. Cette semaine donc, la TICAD permettra des rencontres très importantes en plénière, mais aussi des B2B. Elle mettra à l'agenda du chef du gouvernement plusieurs audiences avec de très gros investisseurs nippons. Merci Alexis Ouedraogo, notre envoyé spécial à Yokohama au Japon. Ici, en Côte d'Ivoire, les vacances scolaires tirent à leur fin et ce lundi marque le début des inscriptions à la maternelle et au CP1 sur l'ensemble du territoire, ce jusqu'au 6 septembre prochain. Notre reporter Emma Djeke s'est rendu dans quelques établissements scolaires où ce premier jour ne suscite pas vraiment d'engouement. Son compte rendu est dit par Grace Kando. Pas d'affluence dans les établissements scolaires pour ce premier jour d'inscription à la maternelle et au CP1. Les parents d'élèves traînent encore les pieds. Au groupe scolaire Cocody Château d'Eau, une cour presque vide. Nous n'avons pas encore reçu de parents. Mais je pense que les parents s'attellent en ce moment à recevoir, à inscrire les grands. Mais je pense que ça ne va pas tarder. Même constat ici à l'EPP Riviera Golf, toujours dans la commune de Cocody. Moi, je suis venu prendre le lancement, je ne savais même pas que c'était aujourd'hui. Il faut dire que c'est le premier jour, on n'a pas encore d'affluence. Voilà. Jusqu'à là, on n'a eu que 1 ou 2 parents seulement. On espère que les jours suivants seront plus animés. Je dis à nos parents d'élèves qu'on est là, on les attend, ils viennent inscrire les enfants. Les enfants ont besoin d'aller à l'école, hein. Ils sont l'avenir de ce pays-là, donc il faut tous les inscrire.
Les inscriptions se poursuivent jusqu'au 6 septembre et la rentrée scolaire 2019-2020 prévue le 9 septembre prochain. On jette à présent un regard sur l'université Peleforo-Gon Coulibaly de Korogo dans le nord de la Côte d'Ivoire. 23 ans après l'ouverture de cet établissement, le manque de cité universitaire a toujours été une préoccupation pour les étudiants. Une inquiétude en passe de trouver une solution. Une cité est en train de voir le jour et bientôt, elle sera prête à recevoir environ 1200 étudiants. Eugène Atoubé. Au quartier sinistré à Korogo vivent des étudiants inscrits à l'université Peleforo-Gon Coulibaly. Des garçons au nombre de 4. Depuis leur arrivée dans la cité du Poro, ils ont acquis cette habitation qu'ils louent 70 000 francs le mois. Un appartement de 2 chambres et un salon avec douche extérieure. Dans une ville où l'université est née sans logement pour étudiants et où il est difficile de trouver des foyers pour étudiants. La cité sera une aubaine pour nous puisque ça va amoindrir les coûts. Là-bas, il y aura la sécurité, tout sera encadré. La cité, non seulement il n'y aura plus de problème de déplacement, et puis en plus, je pourrai vivre plus à l'aise que dans une maison qui est le plus chère. L'université Peleforo-Gon Coulibaly de Korogo est une institution aujourd'hui crédible. Les conditions de vie des étudiants s'améliorent d'année en année. À l'honneur du CROU, le Centre régional des œuvres universitaires. Illustration, le restaurant universitaire dont les composantes sont équipées de matériel de dernière génération. C'est le seul campus qui a ce matériel. Nous servons environ 2000 plats au déjeuner. Le moment, ici, il n'y a pas de dîner puisque les résidences ne sont pas encore ouvertes. L'ancien temps, il fallait faire les ronds sous le soleil. Maintenant, c'est plus le cas. Le cadre est bien, la nourriture est bien faite. C'est très bien. Le menu est bien fait. On est nombreux, mais je pense même qu'on peut tenir les moyens, si possible, même pour augmenter un peu la quantité. Sinon, le plat est bien fait. Entre le CROU et les étudiants, c'est un nouveau contrat de confiance duquel chaque partie tire beaucoup de fierté. Il y a près de 6 bâtiments qui sont là et le restaurant aussi. Donc, toutes ces capacités-là vont permettre aussi de prendre en compte la majorité des étudiants de l'université de Korogo. Je leur demande très souvent de laisser en fait de côté ces trous, ces grèves, d'éviter de venir au restaurant dans les cités parce qu'ils veulent, d'après eux, maîtriser le transport, le restaurant, les logements. J'ai dit non. Ce qu'ils peuvent faire, c'est étudier et étudier. Un autre signe des excellents rapports entre le CROU de Korogo et les étudiants de l'université Peleforo-Gon Coulibaly, la visite guidée de la cité universitaire en voie de livraison. Objectif, prendre la mesure des efforts déployés par le directeur général du CROU de Korogo dans l'offre de bien-être aux étudiants. Ils ont vu et sont tombés d'émerveillement devant le travail minutieux effectué depuis plusieurs années par le CROU pour répondre à leurs besoins en logement. Sur les 6 bâtiments, au moins 4 à 5 sont déjà opérationnels. Quand on a fini les travaux, au moment où on devait livrer, on a dit non, on doit attendre d'abord de vérifier si effectivement les choses sont faites dans les règles de l'art. Tout ce qui est livré, en tout cas en notre sens, est fait et bien fait parce qu'on n'a pas le temps de vérifier. On est vraiment content que cette cité soit vraiment finie. On est pressé pour que ce soit habitable. Il y a un conseil qui a été mis en place ensemble avec le délégué général. On fait des propositions et ils portent nos voix, nos idées, nos propositions lors du conseil. Pour ce qui est vu et dans la perspective de la fin des travaux, il fera bon être logé en cité à l'université de Korogo. Vu que dans cette ville prospère et débordante de vie, la question de l'accès au logement des étudiants est aussi difficile. Le CROU va opter pour une solution palliative. Solliciter des particuliers pour mettre à la disposition des étudiants des logements au nom de la structure dans plusieurs quartiers de la ville. Si l'initiative a donné satisfaction à ces premiers moments, aujourd'hui c'est la totale désillusion chez les étudiants, habitant ces logements où le cadre de vie est dépourvu de toute commodité. Les conditions de vie ici sont très compliquées. Si le bus ne vient pas, pour aller au campus, on peut dépenser peut-être 1000 francs pour l'aller et puis au retour 1000 francs, 2000 francs pour la journée. C'est un peu compliqué. La dernière fois, le compteur a été enlevé. Les motifs, on ne sait pas. Comme toute cité, il y a le repas qu'on envoie. Nous, ça fait pratiquement 3 à 4 ans qu'on n'a plus de repas ici. On rêve d'aller en cité. Quand vous vivez tous déjà ensemble en cité,
Il y a d'abord au niveau de l'étude qui facilite la bosse. Et puis, il y a les infrastructures aussi. Le Centre régional des œuvres universitaires de Korogo annonce pour août 2019 l'achèvement complet des travaux de la cité universitaire. 1610 lits sont prévus. Si filles et garçons sont pressés d'intégrer la cité universitaire pour les mêmes motivations et les mêmes attentes, leur admission est subordonnée à des critères rigoureux, dans un contexte de forte demande et où les personnes vivant avec handicap vont bénéficier de chambres adaptées à leurs conditions. Le directeur du CRU prend la situation du handicap comme un problème personnel. Donc, il est à nous de faire effort pour étudier. La ville est difficile et pour les étudiants qui vivent dans la cité, cela va réduire les dépenses d'un étudiant parce que les cités ne sont pas loin des amphis et voilà. Il aura aussi la sécurité puisque tout se fera maintenant sur le site universitaire. Un règlement intérieur pour réguler la vie en cité est déjà élaboré d'un commun d'accord entre les étudiants et la direction du CRU de Korogo. Au niveau hébergement, tout est fin prêt. Reste l'aménagement extérieur en cours d'achèvement et la construction des aires de jeu et terrains de sport. La vision du directeur du CRU de Korogo est de doter l'université Peleforo-Gonkulbali d'un village universitaire et ce qui se fait au quotidien constitue le premier pas de ce grand voyage. Nous espérons que dans un bref délai, ils vont achever les travaux. Il faut aussi augmenter en termes de capacité d'accueil le nombre de chambres parce que nous sommes nombreux à Koro et c'est la première fois que nous sommes en train de rentrer en possession des cités universitaires et nous espérons que d'autres chantiers vont commencer à nous permettre d'avoir en tout cas assez de chambres. En attendant que vienne le grand jour, l'ouverture officielle de la cité universitaire de Korogo, les étudiants interpellent les autorités universitaires et le directeur du CRU de Korogo pour annihiler toute velléité de contrôle de la cité par les syndicats d'étudiants dans leur guerre de leadership. À Abidjan, la capitale économique ivoirienne, dans la commune d'Adjamé, le boulevard Nangui à Brogua connaît depuis hier une vaste opération de toilettage. Il est question d'assainir ce boulevard très fréquenté de tous les commerces installés anarchiquement sur les trottoirs et même sur la chaussée. Le maire et son conseil ont déployé plus de 300 agents de la police municipale afin de maintenir l'ordre. Mamadou Kwasi. Forum d'Adjamé, il est 7 heures. Cet endroit qui grouillait autrefois du monde à 7 heures est désert. Il s'est vidé de son monde habituel avec tout le dispositif pour la commercialisation à l'arraché pour ces commerçantes ambulantes. Nous ne sommes pas sur la route, sur la grande voie c'est d'accord, mais nous sommes dans le quartier. Voilà la rentrée qui est arrivée, nous on a des enfants, où on se débrouille là, tout est cassé. Comme c'est à côté du marché, si on peut se débrouiller dans les assiettes seulement, on peut mettre un peu, pour vendre matin seulement, on lui demande pardon. Dès qu'on est venu à 4 heures, on n'a pas trouvé le bagage, ils ont tout ramassé. On sait qu'on laisse la route, mais on fait comment? On n'a pas les moyens aussi pour prendre les magasins. Même décor au carrefour de la grande mosquée d'Adjamé. Les étals encombrantes ont été débarrassés toute la nuit. Ce dispositif est le fruit de l'opération de déguerpissement et de nettoyage menée par la mairie d'Adjamé. Une opération pour assainir le boulevard Nangui à Brogua et faciliter la fluidité routière. Tout ceci à la grande satisfaction des populations riveraines et autres usagers. Aujourd'hui, si un client vient vraiment, ça sera facile de rentrer au magasin. Vraiment, on perd nos clients parce qu'il n'y a pas de passage à Adjamé. À cause des commerçants, la route est bouchée, pour passer c'est un peu difficile. Mais ce matin, ça nous a paru un peu bizarre. Bon, on est venu, tout est libre, on circule normalement. Bon, c'est surprenant quoi. Si ça pouvait continuer comme ça. Sur le terrain toute la nuit, pour s'assurer la bonne exécution de cette décision, le maire de la commune d'Adjamé, Farikou Soumaoro, soutient que cette opération de déguerpissement sera pérenne. Nous avons émis une mise en demeure qui a expiré dans le mois de mars. Et nous avons, après le mois de mars, nous avons commencé à sensibiliser les commerçants par rapport à leur déguerpissement. Alors aujourd'hui, c'est ce fait, nous avons commencé l'opération qui va durer pendant 3 mois. Une brigade municipale de 300 éléments a été créée en vue d'accompagner cette opération de déguerpissement et de nettoyage. Les commerçantes ambulantes ne sont pas les seules concernées par cette opération de nettoyage et de déguerpissement. Les mini-cars, appelés communément Gbaka, sont aussi interdits d'accès au carrefour de la grande mosquée d'Adjamé, désormais invités à déposer leurs clients au niveau de la gare Rennes. L'équipe municipale bénéficie du soutien du commissaire Yacinthe Oufoué, nouveau patron du 3e arrondissement d'Adjamé, engagé dans le déguerpissement du boulevard Nangui à Brogua.
Après cette artère principale, le boulevard Mitterrand sera la prochaine étape, la voie menant de la Liberté jusqu'à l'immeuble Mirador. Ce lundi 26 août, le comité d'organisation des obsèques de DJ Arafat s'est réuni avec les ministres Sidiki Diakité et Maurice Kwaku Bondaman. Il a été question de définir les dispositions sécuritaires pour l'hommage du 30 août au stade Félix Houphouët-Boigny et aussi pour l'inhumation le 31 au cimetière de Williamsville. Issaïo. Décédé le 12 août dernier, DJ Arafat sera inhumé le samedi 31 août prochain au cimetière de Williamsville. Mais avant, le vendredi 30 août, une grande veillée aura lieu au stade Félix Houphouët-Boigny pour mener à bien ces deux activités. Les ministres Sidiki Diakité et Maurice Kwaku Bondaman ont échangé avec le comité d'organisation des obsèques. Au menu de la rencontre, la sécurisation des fans de l'artiste, dénommés les Chinois. Nous avons prévu des points de rassemblement et à partir de ces points, toutes les entrées seront sécurisées pour permettre à tout un chacun d'accéder à des places. Nous avons l'ouverture du stade déjà à partir de 6 h du matin. À partir de 10 h, nous allons commencer à accueillir tout le monde. L'animation à proprement dit démarre à partir de 16 h et nous sommes au stade jusqu'à 6 h du matin. Alors j'aimerais dire que le corps arrive déjà au stade entre 4 h et 5 h du matin, je dirais. Et nous quittons le stade à 6 h du matin en direction pour le cimetière de Williamsville pour l'inhumation. Nous demandons à la population de se conformer aux mots d'ordre qui seront donnés pour que tout le monde, en tout cas tous ceux qui le souhaitent, puissent rendre l'hommage que DJ Arafat mérite. Je peux vous assurer du professionnalisme de nos hommes qui ont déjà, en moins de 2 ans, organisé les plus grandes cérémonies, activités que notre pays n'ait jamais connues, c'est-à-dire la francophonie, le sommet UE Afrique, beaucoup d'activités. Donc le professionnalisme de nos hommes s'affirme à chaque manifestation. Donc le nombre de personnes à déployer sera fonction de ce que le comité va faire comme prévision. Cette rencontre a été l'occasion pour le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, et celui de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bondaman, de réitérer l'appui du gouvernement dans l'organisation des obsèques de l'icône du coupé décalé. Direction le nord-est de la Côte d'Ivoire pour la mise sous tension des villages de Dodo Assué à Kounfao et de Yerekaye Oualogo à Bouna. Les populations de ces villages sont heureuses de pouvoir bénéficier de l'électricité qui, plus qu'une commodité, est une nécessité. Herman Yamia. Dodo Assué et Yerekaye Oualogo, deux localités de Kounfao et de Bondoukou raccordées au réseau électrique national. En initiant cette cérémonie de fête de la lumière, les populations sorties nombreuses veulent ainsi exprimer leur reconnaissance au chef de l'État Alassane Ouattara. C'est une grande joie et une grande fierté qui nous anime aujourd'hui. Parce qu'un rêve longtemps caressé... Pour la célébration de la fête de la lumière dans ces deux localités, les populations ont pris pour parrain le secrétaire d'État chargé du service civique. Siaka Ouattara a profité de l'occasion pour leur demander de faire confiance au président de la République qui n'a que pour seul souci le bien-être des Ivoiriens. Chers parents, la lumière est là. Elle éclaire tout le monde, sans distinction. Par conséquent, je profite de cette fête pour appeler à la cohésion, à l'amour et à l'entente. Malgré nos diversités politiques, culturelles et religieuses, car c'est en étant unis que nous serons forts et parviendrons très aisément à réaliser toutes les autres doléances. L'électrification désormais acquise, les populations ont cependant souhaité bénéficier de châteaux d'eau, des centres de santé et le renforcement des établissements scolaires afin d'éviter aux élèves de parcourir des kilomètres pour se rendre à l'école. En République démocratique du Congo, le gouvernement a été formé 7 mois après l'investiture du président Félix Tshisekedi. Les membres de ce gouvernement de coalition sont connus. 66 membres, 42 issus des rangs du Front commun pour le Congo, la plateforme Pro-Kabila et 23 du Cap pour le changement. Le G7 s'est penché aujourd'hui sur des questions de climat, de biodiversité et aussi de préservation des océans. Et le G7 débloque une aide d'urgence afin d'envoyer des avions pour lutter contre les feux de forêt en Amazonie et aussi une enveloppe de 20 millions de dollars.
Et c'est tout pour ce soir. Merci de votre attention. Retrouvez à 23h Marine Cognan. Bonsoir et à demain.